WizEvent est présent sur beaucoup d'événements comme le Vendée Globe, comme le Club France des Jeux Olympiques, comme le Hellfest depuis 10 ans, Rock en scène, le Paris Saint-Germain. La société est née d'un besoin, d'une problématique. Les deux cofondateurs avaient un besoin de créer une billetterie pour un événement. Et de là, la billetterie est née. Et l'IA commence à être omniprésente dans notre quotidien. Oasis, Taylor Swift ou d'autres concerts. Voilà, il y a eu des petites polémiques là-dessus, et parce que des gens qui peuvent acheter la même place à 90 € et parfois à 400 €, ça fait grincer des dents. Je pense qu'on est en retard, que ce soit sur les infrastructures sportives ou d'événementiel et de spectacles. Pour rivaliser avec les salles américaines, c'est aussi le nombre de jours d'utilisation et d'exploitation d'une salle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Partage d'écran, votre rendez-vous tech digital dans les domaines du sport, des médias et des jeux vidéo présenté par Globant. Je suis Paul Depré. Et je suis Monsieur Châtelier, mais vous pouvez m'appeler Gaël. On tenait encore à vous remercier de nous suivre, d'être derrière nous, de nous donner de l'énergie et surtout des bons retours. Tout est bon à prendre et on essaie d'améliorer notre format à chaque fois, donc n'hésitez pas à continuer à faire parler de Partage d'écran. On adore ça. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Romégous, Head of Sport chez WizEvent et aussi fondateur du média de référence des sports US, Showtime Stadium. Bonjour Benjamin. Bonjour messieurs. Bonjour Benjamin, donc tu es directeur du sport chez WizEvent, si on veut parler un petit peu français quand même ici. On est un podcast français, je rappelle, Paul. Donc WizEvent, vous êtes apporteur de solutions technologiques pour l'événementiel principalement. Qu'est-ce que ça veut dire solution technologique pour l'événementiel ? Ouais, exactement. WizEvent, c'est une boîte qui existe depuis 2008, une société française qui apporte des solutions, donc, comme tu l'as très bien dit, à des organisateurs d'événements, que ce soit des festivals, que ce soit des clubs, des ligues, des fédérations, des associations, donc des solutions sur la billetterie. C'est le business, on va dire, principal et l'activité principale de chez WizEvent. Ça va être également des solutions d'encaissement et de cashless, que l'on peut retrouver notamment dans des festivals où vous avez votre bracelet avec, on va dire, de l'argent crédité sur ce bracelet. Ça va être des solutions de gestion d'accréditation, bénévoles, staff, puis quelques autres activités, on va dire, un peu moins importantes. D'accord. Et sur quel type d'événements est-ce que tu peux nous donner quelques noms d'événements sur lesquels on vous a retrouvé récemment ? Bien sûr. Pour le coup, WizEvent est présent sur beaucoup d'événements, notamment en France. On est présent dans plusieurs pays et dans une quinzaine de pays dans le monde. On a été notamment récemment sur des petits trucs comme le Vendée Globe, comme le Club France des Jeux Olympiques, comme le Hellfest depuis 10 ans, Rock en scène, le Paris Saint-Germain. Oui, je vois qu'on est reçu par un fan, un aficionado. Non, voilà, on est vraiment sur les grands événements aujourd'hui. Si je devais faire une part, les grands événements, le mondial de l'auto, le salon de l'agriculture, les festivals représentent 3/4 du business chez WizEvent. Et puis moi, j'ai rejoint WizEvent il y a maintenant 1 an pour dynamiser, on va dire, la partie sportive et pour travailler à 100% sur la partie sportive et donc m'adresser principalement à des clubs, des ligues, des fédérations, des tournois, alors beaucoup par exemple récemment du paddle, du MMA, voilà, donc on a vraiment tout sport confondu et tout niveau confondu des solutions pour tout le monde, quoi. Okay. Ça va au-delà de la billetterie, non, en fait, pas uniquement. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est vraiment où vous avez une vision, j'ai quand même l'impression, qui va, je dirais, un peu 360 sur l'expérience événement, donc pour le coup, événement sportif, mais vous faites à la fois, effectivement, vous allez bien plus loin que tu vois, vos concurrents ou les acteurs plus traditionnels de la billetterie. Clairement, on a la genèse de WizEvent, c'est la billetterie parce que la société est née d'un besoin, d'une problématique. Et donc, Pierre-Henri et Sébastien, les deux cofondateurs qui sont toujours là, avaient un besoin de créer une billetterie pour un événement. Et de là, la billetterie est née. Ça a été vraiment créé comme ça. C'était quoi leur événement ? C'était Vélo Tour, qui existe toujours. Donc, c'est des courses de vélo dans des villes, des courses de vélo atypiques qui passent pourquoi pas par des musées, des stades, des hôpitaux, des parcs. Les Vélotours, ça existe toujours et c'est dans toute la France. Des bars, non ? Il y a pas des, il y a pas peut-être ça des dans bars, des des hôtels, je crois. Mais en tout cas, voilà, j'ai peut-être moins de connaissances sur les bars que certains ici. Je bien avoir vu ça sur Dunkerque, à Dunkerque sur des bars. Honnêtement, c'est tout à fait possible. Le but, c'est vraiment d'avoir des courses atypiques. Et en fait, ce besoin, c'était un projet étudiant de PH et Seb, et ce besoin s'est traduit par la construction et la fabrication, on va dire, d'un projet étudiant plus, puisqu'il existe toujours depuis 2008.
2018 maintenant. Et donc ça, c'était l'activité principale exactement. Et puis après, on a rajouté l'activité donc d'encaissement et de cashless. Pour faire un exemple très simple, voilà, je reprends l'exemple du festival. Vous arrivez, vous avez votre bracelet pendant 3 jours et vous allez créditer votre bracelet depuis votre application sur votre téléphone et vous allez acheter à manger, à boire sur votre bracelet. Mais vous allez aussi demain au Stade Français Rugby ou au Parc des Princes voir le PSG et vous allez acheter à manger, à boire par le biais de nos terminaux d'encaissement et de commande WizEvent. Ok. Et pour faire référence à Xavier qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, tu es aussi sur le GP Explorer, c'est ça ? Exactement, on est aussi très impliqué maintenant sur le e-sport. Nous, je dirais que finalement, c'est ça qui est intéressant avec le domaine de la billetterie, c'est qu'on suit un petit peu les modes et les nouveaux codes, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un besoin d'inscription, de billetterie pour de l'événementiel, on est dedans. Comme je disais récemment, on a beaucoup de paddle ou de MMA, c'est des sports, on va dire, récents, modernes ou jeunes dans l'écosystème, mais on est aussi sur le e-sport, donc oui, on travaille beaucoup avec des agences qui organisent des événements comme le GP Explorer et d'autres événements qu'on a vu récemment faire les gros titres, on va dire, menés par des youtubeurs français bien connus. Ouais. Ok, ouais, c'est cool, on boucle la boucle en tout cas partiellement, mais j'aime bien avoir un peu les anecdotes, mais quel est l'événement le plus gros en termes de volume que vous avez pris en charge ? Et puis aussi, je suis intéressé de savoir, est-ce que, j'ai essayé d'avoir l'info, mais je ne l'ai pas eu encore, donc on va voir si tu vas me la donner, mais est-ce que tu as un plantage historique à nous partager et comment vous en êtes sortis ? Alors pour répondre à la première partie de la question, aujourd'hui WizEvent accompagne des très très gros événements en France. Je le disais tout à l'heure, par exemple récemment le Club France, c'était 40 000 visiteurs par jour pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Le Mondial de l'Auto, c'est 1 million de visiteurs. Le Salon de l'Agriculture, c'est 600 000 visiteurs. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui le plus gros client chez nous, le plus gros organisateur, parce qu'on appelle ça nous des organisateurs chez nous, ça reste le Hellfest, notamment par rapport à la longévité et à la durée, on va dire, de notre relation, parce qu'on est vraiment un partenaire billetterie, encaissement cashless et même maintenant accréditation, gestion des bénévoles et du staff. On déploie pour le coup toutes nos solutions avec le Hellfest. Et puis depuis plus de 10 ans, le Hellfest, alors moi j'aime bien donner des chiffres qui parlent, mais c'est 400 000 litres de bière vendue sur le festival. Ça c'est sympa et ça parle, mais sinon en termes de... c'est combien de festivaliers le Hellfest ? C'est quoi, le Hellfest, c'est 200 000 visiteurs sur... C'est 3 ou 4 jours, j'ai un doute. 3 ou 4 jours, voilà. ça dépend des éditions. Exactement. Et 200 000, 400 000 litres de bière, ça fait 2 litres de bière par personne. Voilà, c'est pas... Voilà, on compte les enfants. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'il y en a qui boivent pas que de la bière peut-être. Bon, montrez-vous. Non, mais voilà, c'est des beaux événements comme ça qu'on accompagne depuis très longtemps. Et comme je le disais, je pense qu'aujourd'hui, la force de WizEvent, c'est ça, c'est qu'on accompagne des gens depuis très longtemps. En fait, WizEvent, c'est une solution en marque blanche. On n'a pas de vocation particulière à être connu du grand public. A priori, on fera pas de pub à la télé. On fera pas de communication B2C. Mais notre intérêt, c'est de parler à des organisateurs en direct, de parler pourquoi pas à des agences. Et il y a beaucoup de gens avec qui on travaille depuis des années. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on est dans une co-construction, dans un esprit de partenariat. Je disais tout à l'heure, par exemple, le Paris Saint-Germain, forcément, ou le Stade Français, pour parler, on va dire, local et parisien. Mais c'est des clubs qu'on accompagne depuis des années et ça nous permet de mettre en place des choses qui sont vraiment, qui répondent vraiment à leurs besoins, leurs problématiques, leurs enjeux, leurs attentes, mais parce qu'on connaît aussi leurs spécificités, parce qu'on travaille avec eux depuis des années. Donc c'est vraiment notre idée de se placer plus comme un partenaire plutôt qu'un prestataire. Encore une fois, et tu l'as très justement dit tout à l'heure, des prestataires, billetterie, cashless, encaissement, etc. Il y en a plein. On est dans un secteur très concurrentiel pour le coup. Mais c'est vrai que notre valeur ajoutée pour moi aujourd'hui, c'est notamment le suivi, l'accompagnement. On est 150 salariés chez WizEvent et je dirais qu'il y a la moitié de nos effectifs qui sont là pour accompagner, pour travailler sur la solution. Voilà. Donc ça, c'est très important pour nous. On veut pas juste livrer une solution technologique et après l'organisateur s'en débrouille. Et alors parce que tu essaies de parce que tu l'as pas oublié. Je l'avais dans un coin de la tête. Non, j'ai pas esquivé la deuxième partie de la question. Le plus gros plantage, honnêtement, alors moi j'ai rejoint WizEvent il y a 1 an quasi pile poil. Ah d'accord. Donc en 1 an,
Peut-être que j'ai eu beaucoup de chance, mais en tout cas, non, j'ai pas eu de gros plantages. J'en ai pas connu. On a travaillé sur les Jeux Olympiques pour tout le contrôle d'accès de la cérémonie d'ouverture. On peut imaginer le dispositif qui est assez monstrueux. Plusieurs de nos collaborateurs partaient en scooter, livraient des terminaux de contrôle d'accès pour la police, la gendarmerie. Enfin, c'était quelque chose d'assez énorme. Quand on a les lancements de la billetterie, notamment du Hellfest, de ACDC par exemple cet été qui est venu en concert en France. On a quand même des petites équipes pour se mettre, on va dire, à pied d'œuvre et pour que tout fonctionne bien. Et je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas connu de catastrophe. En tout cas, moi sur la partie sportive, j'en ai pas connu. Et en tout cas, depuis que je suis là, j'en ai pas vu non plus. Il y a dû en avoir, bien entendu, parce qu'une société qui existe depuis maintenant 2008, on a dû forcément en rencontrer. Mais en tout cas, ça aussi pour moi, c'est une des forces. Et je le dis très honnêtement, et je suis très à l'aise avec ça. Ça fait quand même du bien de travailler pour une solution technologique qui tourne. Parce que forcément, quand on est le directeur commercial et qu'on vend une solution, mais que derrière, il y a un gap entre ce qu'on vend et ce qui est délivré, ça serait un peu dur pour moi. Et j'aurais beaucoup de mal à me montrer là, par exemple, sur un podcast et faire mon malin, quoi. Et que tu as une campagne de bashing parce que les gens n'ont pas pu se pointer à un événement. Ça aurait été un peu plus compliqué. Et en plus, c'est vrai que la billetterie. Ce qui peut arriver avec des concurrents que l'on ne citera pas. Aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire. La billetterie, c'est un secteur d'activité qui est spécial en ça parce que c'est la vitrine et c'est la première étape de ce qu'on appelle la fan expérience. C'est-à-dire que l'expérience pour aller voir un match ou un concert, elle commence là. Je suis sur mon site internet, je suis sur mon smartphone et j'achète mon billet. Et donc forcément, quand ça se passe mal, on va l'entendre. Et c'est toujours pareil, on entend beaucoup plus quelqu'un qui est déçu. Récemment, et alors là, je jetterai pas du tout la pierre du coup à mes petits copains concurrents. Mais voilà, dès lors qu'il y a des gros événements avec une offre et une demande qu'on connaît, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby récemment, les Coupes du Monde de foot ou les Euros, parce que moi je suis très supporter de l'équipe de France de foot, à chaque fois on entend beaucoup de déçus. Mais encore une fois, c'est le jeu qui veut ça. Il y a beaucoup de demandes et malheureusement il y a peu de place. Un stade, on peut pas pousser les murs. Et on l'a vu notamment sur les Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de controverses en amont des Jeux Olympiques, notamment sur les tarifs des billets, sur la difficulté d'avoir des billets. Mais à la fin, toutes les infrastructures étaient pleines et les gens étaient ravis. Donc voilà, c'est pas toujours simple, mais on entend beaucoup les gens déçus aussi, faut le reconnaître. J'aimerais revenir sur... on parle de sport et de stade, tu viens de prononcer le mot stade. Tu es le créateur de la page du compte Showtime Stadium qu'on retrouve sur plusieurs réseaux, donc Instagram, LinkedIn, je sais, d'autres réseaux peut-être. Donc un média en fait. C'est ça. Allez. L'idée c'est un média. Donc, c'est ça. L'idée c'est un jeune média. Alors moi je suis pas journaliste, mais voilà, c'est un jeune média. Je me suis autoproclamé média, on va dire. Et mon terrain de jeu, c'est LinkedIn pour beaucoup, parce que c'est quand même l'idée de parler de sport business aux US, et sur Instagram c'est parfois un peu plus léger, avec pourquoi pas des kiss cam ou des courses de corgi à la mi-temps d'un match. Vous voyez, c'est aussi l'idée, c'est d'avoir du léger et d'avoir de la bonne pratique et de l'inspiration, pourquoi pas pour les clubs et les organisations en France. C'est très très branché Arena, stade. On a beaucoup d'images venant des différents stades américains. D'où te vient cette obsession pour l'arène? Disons que j'ai toujours travaillé dans le sport et j'ai eu la chance de travailler en club professionnel, donc les Girondins de Bordeaux, les Chamois Niortais et le Pau FC. Donc bien sûr une pensée pour les Chamois Niortais et les Girondins de Bordeaux qui sont dans des jours pas super. Mais non, c'est pendant ces années où finalement je travaillais en club que j'ai appris à aimer en fait ce qui se passait autour, on va dire les coulisses et ce que les gens n'ont pas la chance de voir. Et puis lorsque j'étais en club, avec l'habitude d'aller sur les matchs à l'extérieur, de visiter les infrastructures, les centres d'entraînement, les espaces VIP, etc. J'ai voulu aller aux États-Unis et voir comment nos amis américains outre-Atlantique travaillaient sur notamment ce qu'on appelle la fan expérience. Et donc j'ai eu la chance de partir pendant plus de 3 mois, visiter plus de 35 infrastructures, donc stade, arena, à travers le pays, et j'ai fait une quinzaine de villes. Voilà, le but de ce voyage, de ce Stadium Tour, c'était vraiment d'aller m'inspirer, d'aller voir les bonnes pratiques, d'aller voir la façon de travailler des Américains et pourquoi pas ramener quelques idées.
Donc ça, c'était la genèse finalement et la création de Showtime Stadium. Ça vient de là, de mon tour dans des stades en 2019, avant le Covid. Et il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai officialisé, on va dire, et j'ai structuré cette démarche de veille que je faisais naturellement en créant donc Showtime Stadium et en partageant ça au plus grand nombre. Donc comme je disais, sur LinkedIn auprès de quelques milliers de followers et sur Instagram, pareil. Moi, je suis un grand fan. Quoi. C'est vraiment une source d'inspiration et je te félicite. Merci bravo beaucoup pour ça. Et alors, quel est le stade, quelle est l'arène qui t'a le plus, sans rentrer dans les détails, mais pour savoir... Moi, c'est assez spécial parce que c'est un état qui est encore une fois, qui est très spécial, c'est le Texas. Et j'ai adoré Austin, où je suis allé voir les Longhorns, donc de l'université d'Austin. Le sport universitaire, c'est juste irréel. Ouais. On n'a pas d'équivalence en France, en Europe. C'est assez difficile de l'expliquer. Mais si je dois vraiment dire la meilleure expérience pour moi, c'est les Dallas Cowboys. On va enchaîner parce que tu l'as dit précédemment, le secteur de la billetterie, mais on va parler de l'expérience fan et de l'engagement des fans. Alors, je ne dirais pas qu'il est embouteillé, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché, que ce soit des acteurs internationaux qui vont couvrir un spectre de services énormes comme Live Nation avec Ticketmaster, des acteurs plus petits peut-être, mais sur des créneaux plus niches, mais que l'on connaît très bien, les billets réduits, les billets web. Et comment vous différenciez par rapport au reste ? Et j'aimerais un petit peu aussi que tu nous racontes quelles sont les innovations sur lesquelles vous allez aller pour justement sortir de la masse et être encore plus différent que les autres. Ouais, sortir de la mêlée. Non, mais c'est tout l'intérêt. Alors nous, encore une fois, pour reprendre un petit peu, on a beaucoup de concurrents parce qu'on a plusieurs produits et plusieurs briques chez WizEvent. Donc ça, c'est la première chose. Souvent, nos organisateurs sont à la recherche d'un maximum de solutions avec le même acteur parce qu'il y a quand même une tranquillité, on sait ce que c'est. Si demain on fait faire une maison et qu'on a le même artisan pour 2-3 trucs, c'est plutôt intéressant et plus sympa. Donc ça, c'est la première chose. L'accompagnement et le support, vraiment pour moi, je le répète, mais c'est vraiment la valeur ajoutée chez nous et on met vraiment un gros point d'orgue là-dessus parce que c'est trop important et vu que c'est très concurrentiel, il pourrait avoir un turnover important et encore plus parce que nos organisateurs sont quand même des très beaux organisateurs et qui vont être dragués régulièrement par des acteurs français, étrangers, des gens qui voudraient arriver sur le secteur d'activité que l'on connaît. Donc voilà, c'est important. La fidélisation, elle est très importante chez nous aussi, quoi. Et tu disais effectivement que vous êtes staffé pour ça. Ça veut dire quoi ? Je crois que tu nous avais dit précédemment, c'est à peu près la moitié de l'équipe qui est dédiée au support des organisateurs, être au plus proche de vos clients, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Quand je dis qu'on est 150 salariés chez WizEvent dans le monde, enfin voilà, au total les effectifs. Et parmi les 150, on doit avoir plus de la moitié qui sont ce qu'on appelle chez nous des chefs de projet, des CSM, des Client Success Managers, sur le produit, des développeurs. Voilà, c'est très important. Notre solution, elle est en mouvement. Alors, je vais utiliser un terme anglais, mais pour le coup, la roadmap chez WizEvent, elle est pleine à craquer. Parce que nos organisateurs nous soumettent des évolutions et des améliorations et des fonctionnalités dont ils ont besoin. Et puis nous aussi, on a nos idées, bien entendu. On en parlait tout à l'heure, potentiellement pour sortir, on va dire, de la mêlée. Et puis il y a des choses vers lesquelles on ira forcément à l'avenir. On a eu on a entendu, il y a eu des phases autour de la blockchain, autour de l'IA. Donc c'est des choses qu'on regarde. Dans la stratégie de WizEvent, ça marche plutôt. Alors c'est un peu là aussi l'offre et la demande, c'est-à-dire que dès lors que des organisateurs, des clients vont nous faire remonter des besoins spécifiques liés, pourquoi pas, je disais à la blockchain ou à l'IA, on ira dessus et on investira dessus. Mais voilà, ça marche beaucoup comme ça. On prend l'initiative, bien sûr, de développer des choses en amont, mais c'est plutôt dans le sens de, ok, on veut répondre à un besoin d'un client, donc on met en place la réponse. Mais alors, dans ce cas-là, quelles sont les demandes que tu vois venir des organisateurs? Parce que ça reflète aussi, j'imagine, les transformations des usages. Donc, qu'est-ce que tu vois un petit peu que tout le monde nous demande aujourd'hui, le prochain truc? En fait, moi, je reconnais ce qui m'étonne toujours le plus, c'est que finalement, les clubs, et pour avoir été en club, je me mets aussi à leur place, ou en tout cas, je me remets à leur place, les demandes sont très pragmatiques.
est finalement très simple. Je dirais qu'aujourd'hui, encore une fois, et parce qu'en France, alors peut-être qu'on est en retard, bien sûr. Voilà, si je dois comparer avec ce que je peux voir aux États-Unis, et Globant est bien placé avec ce que vous avez pu mettre en place à l'Intuit Dome, par exemple. Mais c'est vrai que les demandes, pour l'instant, sont encore très pragmatiques et très simples. Mais aussi parce que là aussi, c'est l'offre et la demande. Et le spectateur, le public, n'est pas dans une attente aujourd'hui qui va un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, comme je disais, pour des demandes très pragmatiques et pour faire encore une fois référence au t-shirt, par exemple, depuis maintenant 2 éditions ou une édition, on permet aux gens qui auraient acheté des billets de les revendre. Voilà, les gens qui pourraient pas venir au Hellfest, finalement, au dernier moment, ils peuvent revendre leur place. C'est quelque chose de relativement simple et pragmatique. Encore une fois, on n'est pas dans quelque chose, là pour le coup, autour de la blockchain ou de l'IA, mais les demandes pour l'instant, sont encore très pragmatiques et ça répond à un besoin au quotidien et hop, on y répond. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est juste que on regarde bien sûr d'un œil tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, parce que bien entendu, le jour où il faut pas qu'on soit à la traîne, ça paraît logique. Tu as mentionné l'IA comme étant un des vecteurs. Aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques en fait de la billetterie quand on parle de l'IA? On en parlait sans en parler par rapport à ce qui peut se passer dans la billetterie, notamment du spectacle, mais sur le pricing dynamique, par exemple. De bon point de vue, le pricing dynamique, c'est les prix s'ajustent, c'est un peu comme pour les réservations d'avion et lean management. Donc les réservations d'avion ou de train, etc. Ça dépend s'il y a des places, s'il y a des demandes, etc. Et le prix monte ou descend selon ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et bravo. Et tu pourras me faire parce que c'est surtout que je prends le train assez souvent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le pricing dynamique, tout le monde le rencontre au quotidien, que ce soit pour prendre un avion, un hôtel, un train. C'est des choses. On va dire, c'est un terme qui peut interroger. Mais finalement c'est relativement simple. Encore une fois, c'est l'offre et la demande, je me répète encore, mais c'est très là aussi très pragmatique. Dans le voyage, pour faire global sur ce que je viens de dire, je dirais que les gens s'y sont faits. Alors il y a parfois où on se dit zut, je paye très cher mon train, je comprends pas trop pourquoi, et voilà. Mais finalement, il y a quand même une explication très très claire. Voilà, c'est l'offre et la demande. Si beaucoup de gens veulent prendre le train le vendredi soir pour aller en province, c'est qu'il y a une raison. Enfin, voilà, les fêtes de Noël, etc. Donc, c'est la même chose transposée dans le sport ou dans le festival ou dans le spectacle. Nous, on le propose pas forcément tel quel. C'est plutôt, c'est plutôt les organisations ou les clubs qui ont des stratégies de pricing et qui vont travailler dessus, pourquoi pas du early birds, donc j'achète mon billet longtemps à l'avance, donc je vais bénéficier d'un tarif, j'achète mon billet peut-être au dernier moment, donc je vais avoir aussi un tarif, pourquoi pas préférentiel, bref, ça c'est des choses qu'on fait très très souvent, mais voilà, il y a eu des controverses liées à ça, donc c'est pour ça que, encore une fois, on revient à, ok, l'IA commence à être omniprésente dans notre quotidien, mais sur le spectacle et sur, pour parler là aussi très concret, mais récemment Oasis, Taylor Swift ou d'autres concerts, voilà, il y a eu des petites polémiques là-dessus. Certaines compagnies ont été attaquées, que ce soit sur les réseaux ou par des États, parce que là, ça commence à grincer des dents, et parce que des gens qui peuvent acheter la même place à 90 € et parfois à 400 €, ça fait grincer des dents. Et encore une fois, on en revient au même. C'est les gens déçus qui vont faire du bruit aussi. Donc voilà, je sais pas si on y arrivera chez WizEvent. Bravo. Mais bravo. Magnifique. Bravo. Celui-là, il est pas fait exprès, mais il est beau. Non, mais voilà, je sais pas du tout si on y arrivera encore une fois chez WizEvent, mais c'est vrai que ça viendra d'une demande encore une fois de nos organisateurs et nos clients, si c'est leur volonté. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques dérives, je pense, et malheureusement, on est tous avant tout des spectateurs et des consommateurs, et c'est vrai que ça peut faire un peu, encore une fois, grincer des dents parfois. On a beaucoup travaillé sur la file d'attente. C'est un truc qu'on retrouve maintenant, une fonctionnalité qu'on retrouve maintenant chez tous les organisateurs de billetterie, on va dire, et prestataires billetterie. Ça, je dois dire que pour le coup, notre file d'attente, elle est plutôt bien foutue. Il y a eu des problèmes liés à ça. Donc c'est vrai que la file d'attente, c'est un sujet. Acheter un billet quand il y a une forte demande, c'est un sujet. Passer des heures sur une billetterie pour avoir son précieux sésame, c'est un sujet. Ah, mais la file d'attente, c'est un sujet quand même, parce que j'imagine que la file d'attente Hellfest, qui doit ouvrir le 15 juin, un an avant l'événement,
elle doit être énorme et ça doit être. Moi, j'essaie d'avoir des invites, par exemple. On en discutera après. Mais... le Hellfest, c'est où voilà des ACDC, des GP Explorer, c'est des événements où on peut avoir parfois des 500 000 connexions simultanées quoi, à l'ouverture. C'est ça que je disais encore une fois, la tranquillité, mais aussi la fierté du coup de travailler pour une boîte comme ça, c'est que la solution elle tient la route. Il y a rien de plus frustrant pour un spectateur qu'encore une fois je suis par moment pour aller voir des matchs ou des événements qu'il y ait un bug. C'est marrant, mais j'ai un collègue, une personne avec qui on travaille dans un club qui m'a dit j'ai essayé d'acheter des places pour un concert With Event. Je n'ai pas réussi, mais il n'y a eu aucune galère. C'était, j'ai vu ma file d'attente, j'étais à telle place, je suis resté à telle place jusqu'au bout. Je pensais avoir peut-être une chance d'acheter un billet, ça n'a pas pu le faire, c'était pour ACDC. Ça n'a pas pu le faire, bon, mais ok. Mais il n'y avait pas du coup cette frustration il y a eu un bug, parce que ça, il n'y a rien de pire. La frustration de ne pas avoir pu acheter, bon, mais c'est le jeu. Encore une fois, on sait qu'on est plein de fans à vouloir aller voir les JO, ACDC, le Hellfest, une Coupe du Monde ou l'Euro ou je ne sais quoi. C'est le jeu. Par contre, quand il y a un bug, quand le site plante, on revient sur la file d'attente. On a perdu 200 000 places, 20 000 places, 10 000 places. Non, là, c'est très frustrant. Et ça, c'est rageant. Et moi, le premier, ça m'est arrivé, c'est très rageant. Mais encore une fois, si on joue dans les règles de l'art et qu'à la fin, on n'a pas notre précieux sésame, bon, mais ça, c'est le jeu. Un peu au croisement de tes deux activités, de Showtime Stadium et de With Events, on a quand même souvent tendance à penser que... quand on voit les infrastructures en France, que ce soit les arènes, les stades, alors quelques-unes et les plus récentes sont, je dirais, quasiment au standard nord-américain, mais on a quand même on est un peu à la traîne. Enfin, tu vas me le confirmer ou me l'infirmer, mais je pense qu'effectivement, on est un peu en retard. Nous qui avons travaillé, chez Globant, on a beaucoup travaillé sur l'Intuit Dome. C'est vrai que ça fait partie des stades aujourd'hui qui sont un petit peu state of the art et que tout le monde regarde. Et je vous recommande vraiment d'aller regarder, pour ceux qui n'ont pas fait, un peu les vidéos de présentation des différentes activations, de la tech qui a été mise en place derrière. C'est assez bluffant. Intuit Dome, juste pour rappeler, c'est la maison des LA Clippers à Los Angeles. Quand même. Exactement. Que, apparemment, tu n'as pas encore visité. Pas mais encore. Moi non plus d'ailleurs, c'est un message que je passe. Vous m'emmenez. Tu passes à last minute ou tu passes chez Booking, je ne sais pas qui tu le passes. Si chez Globant vous faites une sortie, vous m'emmenez. Effectivement, on a sorti des classes les mercredis après-midi à l'Intuit Dome. Non, mais d'ailleurs, nos bureaux sont dans le stade, donc c'est assez cool. Et donc, est-ce que, déjà, première question, j'ai un peu ma réponse, mais est-ce que tu penses qu'on est quand même vraiment loin et à quelle distance des standards aux US et dans quelle mesure on va rattraper un peu notre retard et quels sont les trucs que tu vois venir? Alors, oui, je pense qu'on est en retard. C'est faire injure à personne que de dire qu'on est en retard, et que ce soit sur les infrastructures sportives ou les infrastructures, encore une fois, d'événementiel et de spectacle. Aujourd'hui, je pense qu'on peut citer facilement l'Accor Arena, Paris La Défense Arena et l'Adidas Arena qui est récente, dans des salles qui fonctionnent bien, qui vivent un maximum de jours dans l'année, parce que c'est ça aussi, pour rivaliser avec les salles américaines, c'est aussi le nombre de jours d'utilisation et d'exploitation d'une salle. Moi, je repense toujours à un stade qui est exploité 20-30 jours par an sur 365 jours, ça fait pas lourd. Une salle, la différence, c'est qu'on peut quand même l'exploiter régulièrement. Parmi ces 3 salles que je viens de citer, il y en a 2 qui ont des clubs résidents, donc le Racing 92 et Paris Basket. Donc ça donne déjà beaucoup de dates. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Si je dois comparer, alors la meilleure salle au monde, qu'on appelle régulièrement la meilleure salle au monde, mais la salle qui vend le plus de billets au monde, plus de 2 millions de billets par an, c'est le Madison Square Garden. C'est pas la plus belle salle que j'ai eu la chance de faire, pour le coup, mais c'est la première salle en termes de vente de billets. Et eux, le Madison Square Garden, donc en plein centre de New York, que vous connaissez sûrement, c'est 300 dates par an. Donc en fait, c'est 300 dates par an. Et c'est basket tous les jours. Et il y a même, alors, ce qui est fou, c'est que c'est basket, c'est hockey, c'est basket universitaire. Tu dois avoir 2 événements dans la journée. C'est ce que j'allais dire. C'est même arrivé qu'il y ait 3 événements dans la journée. Moi, quand je suis allé à New York, j'aurais pu y aller tous les jours. Voilà, je suis allé 15 jours à New York. Tous les jours, j'aurais pu aller au Madison Square Garden. Quand je suis allé à la Crypto.com Arena, l'ancienne salle des Clippers, j'y suis allé 3 fois en 10 jours. Et tous les jours, il y avait un événement. Et il arrive donc plusieurs fois par an qu'il y ait
du basket et du hockey. Et il est même arrivé une fois dans l'histoire de la Crypto.com Arena en Staples Center à l'époque, où il y a eu les Lakers, les Clippers et les Kings en hockey qui ont joué le même jour. Ah oui. Et il y a une équipe qu'on appelait une équipe de Clean Stadium. Ils sont entre 30 et 60 et ils sont là pour changer la panoptique, la PLV, mais aussi changer le terrain, parce que finalement, le parquet n'est pas le même. Voilà, déjà le parquet n'est pas le même pour les Lakers et les Clippers, n'était pas le même puisqu'ils jouent plus ensemble, ils cohabitent plus. Mais et la glace, elle est dessous. Donc en fait, on a la glace, le parquet des Clippers, le parquet des Lakers, et on enlève, on remet. Enfin voilà. Et donc c'est assez dingue. Et encore une fois, on est incapable de faire ça en France aujourd'hui. La mi-temps du Super Bowl, parce que quand on parle souvent de fan expérience, on pense toujours au côté show. Et c'est vrai, ça en fait partie, bien sûr, le show à l'américaine. Mais par exemple, monter une scène comme ils montent à chaque mi-temps de Super Bowl pour un spectacle de cette envergure, personne n'est capable de le faire. Mais et même avec une pelouse hybride ou une pelouse synthétique, parce qu'il y a aussi le côté de la pelouse. Les Américains jouent beaucoup sur des pelouses synthétiques, alors qu'en France, la plupart de nos clubs ont des pelouses hybrides et bref, naturelles. Et on en est incapable. Alors pourquoi ? Franchement, je saurais pas dire, mais bien sûr, les moyens, c'est sûr et certain, les moyens déployés, les équipes. On a des stades qui pourraient le faire. On a ce qu'il faut, on a les infra. Ok. Bon. Ouais, je pense, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, pour moi en tout cas, on en est loin. Je pense qu'en fait, on réduira jamais l'écart, c'est-à-dire qu'ils seront toujours en avance, et puis nous, on sera toujours un peu derrière, mais ça n'empêche qu'il y a plein de choses à faire. Si on prend les 100 salles qui vendent le plus de billets au monde, il y en a 62 qui sont américaines ou canadiennes. Donc, et il y en a 2 qui sont françaises, l'Accor Arena et Paris La Défense Arena. Est-ce vraiment nécessaire de vouloir rattraper ce type d'infrastructure ? Parce que finalement, peut-être que les modes et les attentes sont différents. Là encore, je me répète, mais c'est l'offre et la demande. Le public français, européen, il attend peut-être pas les mêmes choses. On en parlait tout à l'heure en off, mais par exemple, la fameuse Sphere à Las Vegas, il y a eu un projet de Sphere à Londres, et qui a été avorté parce que pour diverses raisons, sûrement écologiques, sûrement de gêne et de pollution on va dire visuelle de ce que peut faire la sphère. Vous connaissez la sphère, voilà, avec ce dôme assez dingue. La sphère, c'est par rapport à la géode. Moi je connais la géode à Paris. C'est quoi la sphère ? C'est l'équivalent en LED, c'est le plus grand LED au monde. C'est ça. La sphère, c'est le plus grand LED au monde, ça coûte 2,3 milliards. D'accord. Et alors pour le coup, Londres, le projet est avorté, mais il y en aura une à Abu Dhabi bientôt. Et la Sphère, c'est la nouvelle sensation à Las Vegas. D'accord. Et c'est une salle de concert. Donc U2 a inauguré la salle pendant des mois. Il y a eu un événement du UFC il y a quelques temps. Et il y aura sûrement de plus en plus d'événements de sport ou de concerts ou d'événements, on va dire, musicaux. Mais voilà, c'est des nouveautés comme ça où on se dit, est-ce qu'on veut rattraper ça ? On pourra peut-être jamais faire une salle à 2,3 milliards en France, faut se le dire. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément absolument l'objectif de se dire tiens, on va faire comme eux. Et je pense qu'aujourd'hui le modèle français doit être différent. On critique souvent les infrastructures françaises récentes qui ont été faites pour l'Euro 2016. Je pense au stade de Bordeaux, Lille, Nice et Lyon. Parce qu'en fait on s'est peut-être inspiré des modèles qui avaient marché auparavant, les modèles allemands là aussi pour la Coupe du Monde ou d'autres modèles où les stades sont un peu excentrés. Là on voit la grogne quand les supporters entendent parler du projet du futur stade du PSG loin du centre-ville, loin de Paris. Une grogne, quelle grogne, Paul. Donc c'est ça, est-ce que le public français il veut aller loin de chez lui ? Est-ce que le public français il veut aller loin du centre-ville ? Est-ce qu'un stade loin du centre-ville, loin de lieux de vie, loin de lieux d'habitation, c'est utile ? Par exemple, moi aux États-Unis, j'adorais parce que les stades et les salles, la plupart du temps, elles étaient collées et même les unes aux autres. Le stade de baseball était collé au stade de foot, à côté de la salle de basket et de hockey. Du coup, les lieux de vie, les transports en commun, les restaurants, les hôtels, tout est mutualisé finalement. Et ça, moi, je trouvais ça hyper sympa. Et surtout, le club, le stade ou l'arena, c'était un peu le cœur de la ville. On passe devant tous les jours en allant au travail, on passe devant en bus, en tram, bref. Alors que c'est vrai qu'un stade qui est excentré, moi, je suis pas forcément grand fan non plus. Donc voilà, encore une fois, chacun a son modèle et chacun a son modèle qui marche. Je pense qu'on n'a peut-être pas trouvé encore le modèle qui est français en termes d'infrastructure sportive, mais on va y arriver. On va y arriver. Je voulais revenir sur les stades américains et au-delà de la conception et de ce qu'on y trouve, en termes d'innovation technologique, qu'est-ce que, et de fan expérience, en termes d'innovation technologique, d'accès au stade, etc. Est-ce que tu as
des insights à Ouais. nous livrer. Bon, je sais que Paul me regarde parce qu'on sait qu'à Liquid Dome, Oui. il y a eu des Non, innovations non, très Non, très c'est récentes qui ont été Bah mises alors, en place. si je suis tout à fait honnête, si j'avais été dans le podcast de quelqu'un d'autre, j'aurais forcément parlé de l'Intuit Dome et de ce que vous y avez fait. Donc avec la reconnaissance faciale pour rentrer dans la salle, c'est juste délirant. Et déjà, même si je fais un petit retour en arrière en 2019 lors de mon Stadium Tour, sur les 35 stades ou salles que je suis allé voir, je n'ai jamais eu un billet papier déjà. Voilà, ça c'était le cas. Alors aujourd'hui en 2025 maintenant, après le Covid, bon, dématérialisation du billet, ça paraît plutôt ancré, mais en 2019, et il le faisait déjà depuis des années. Ouais. Alors attention, avec toujours cette option de dire, je vais pas non plus me fermer à une population un peu âgée, et donc si des personnes âgées voulaient acheter des billets à la semaine, enfin dans la semaine avant le match, ils pouvaient toujours se débrouiller. Et c'est un truc qui est là aussi pas encore arrivé en France, et très peu même en Europe, je crois en Angleterre, c'est les points de vente automatiques, comme on a aujourd'hui, alors c'est Amazon notamment, ou d'autres sociétés comme ça qui ont travaillé dessus. Je vais arriver je suis dans le stade, je suis dans la coursive, je vais rentrer dans un espace pour acheter à manger, à boire, je vais mettre ma carte bleue, je vais enlever mes articles, je vais sortir, ça va me créditer uniquement ce que j'ai acheté comme article. Voilà. Ou alors, je vais avoir des caisses automatiques, comme à Auchan, Carrefour, vous savez, les fameuses caisses sans caissier, sans caissière. C'est des choses qui, encore une fois, quand je le dis, parfois, je me dis, c'est un peu bête, je veux dire, c'est rien de spécial, mais ça fait gagner un temps énorme. Par exemple, vous avez des points de vente où il n'y a que des boissons. Du coup, je vais pas faire la queue à un endroit où il y a à manger et à boire parce que moi je veux acheter qu'à boire. Donc ils ont cette multiplicité des points de vente, et ça pour moi ce qu'on appelle le F&B, Food and Beverage, c'est un point hyper important pour aider les clubs à générer des revenus. Alors clubs et organisateurs d'événements d'ailleurs, dans les concerts ou les festivals, c'est un enjeu énorme aussi. La mi-temps d'un match, c'est 15 minutes. On arrive tous un peu au dernier moment au stade en France. On a cette culture là, je reconnais. Les Américains arrivent un peu plus tôt, mais c'est vrai que, et les matchs durent bien plus longtemps, mais c'est vrai que c'était un régal de pouvoir acheter plusieurs fois dans le match parce que ça allait vite. Du coup, ça me démotivait pas à aller acheter à manger ou à boire parce que en France, parfois, je dois réfléchir et choisir entre aller aux toilettes et aller acheter une bière, quoi, ou un coca. Donc c'est vrai que ça, c'est parfois un peu pour moi, c'est et un manque à gagner pour les clubs et un côté frustrant pour le spectateur. Et ça, c'est un truc tout bête, encore une fois, très pragmatique, mais les Américains ont répondu à ce besoin-là. Et je parle aussi bien dans des infrastructures à 100 000 places que dans des salles à 15 ou 20 000 places. Bon, en tout cas, tu m'as donné envie de retourner aux US et de retester l'expérience stade. Ça mérite. Ouais. Bon, tout pareil. On espère y aller pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais, carrément. Ça arrive très vite, Coupe du Monde des clubs. Et puis Coupe du Monde. Les Girondins ne sont pas qualifiés, non? Je crois pas. Non. Peut-être la prochaine. On visite plutôt la prochaine. Non, mais Coupe du Monde de la FIFA, on va dire, la Coupe du Monde des pays en 2026. Ouais, là j'y serai. Alors peut-être pas pendant le mois et demi, parce que les États-Unis c'est quand même un pays qui est un peu cher. Mais non, j'irai quelques jours, c'est sûr, parce que ce pays qui reçoit les JO d'ailleurs aussi bientôt, ce sera pas du tout les mêmes JO qu'on a vécu ici. Ils ont pas les mêmes atouts dans leur manche. Mais je pense qu'il faut pas comparer d'ailleurs, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire, oh là là, la France, on a tué le game, on a fait les meilleurs JO du monde. Oui, parce qu'on avait des assets magnifiques et des atouts en termes d'historique. Oui, parce qu'on est français. On aime bien, on est chauvin. Et oui, bien sûr, on avait des choses à montrer qui sont exceptionnelles et que les gens nous envient. C'est sûr que les images de drones, le château de Versailles, la tour Eiffel avec le beach volley, c'était exceptionnel. Mais je pense que les Américains feront autre chose à leur sauce. Et il n'y aura pas à exactement, chacun sa façon de faire là-dessus. Et je pense qu'ils feront des JO exceptionnels et une Coupe du Monde exceptionnelle en 2026. Sans doute. Absolument. Non, j'en ai aucun doute. Ça va être canon. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin. On a pu couvrir des questions, en tout cas, que nous, on avait. J'espère que ça aura intéressé aussi les gens qui nous écoutent, de comprendre un petit peu, en fait, quels sont les enjeux aujourd'hui de la billetterie, les choses qui... Même si on a eu un peu de mal à faire sortir les prochaines innovations, mais on voit un petit peu les choses où l'industrie va. Et aussi, effectivement, cette discussion autour des stades, des infrastructures, des arènes aujourd'hui en France, en France et même, je dirais, en Europe. Effectivement, je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur où on va en termes d'innovation, mais aussi je pense que l'innovation en tant que telle, c'est super intéressant, mais ne pas oublier aussi quels sont les usages, parce que les demandes et les usages sont, comme tu parlais, on va répéter une fois encore, l'offre et la demande n'est pas la même aux US qu'on peut l'avoir en France. Donc on termine avec la playlist, c'est un peu le dessert du podcast,
Madeleine pour terminer. Le café gourmand. Le café gourmand. Ouais, et d'ailleurs, sympa. on s'est bien équipé cette semaine. Donc, 3 questions pour ta playlist. La première question, c'est quel est ton souvenir sportif de tous les temps. De tous les temps. Ouais. Ton go du souvenir sportif. Alors, go du souvenir. Tu aurais pu me dire le meilleur et ensuite le pire, je t'aurais sorti le même, c'est la finale de la Coupe du Monde au Qatar, rien à rajouter, qui commence par être le pire pendant quelques minutes. Et le meilleur et le pire. Donc, j'ai cru que tu allais dire le meilleur parce que l'Argentine a gagné. Non, je suis bien français pour le coup et supporter français. Et c'était en termes d'émotion. En fait, ce qui est assez fou, c'est que je pense que si on avait gagné 3-0 net et sans bavure, j'aurais pas vécu les mêmes émotions que ce match-là. Comme ce match-là, j'ai ri, j'ai pleuré. Comme en 98, j'étais au rang 2 derrière les buts. Ouais. J'ai vu toutes les actions, les buts, le poteau de Kolo Muani, je suis à côté. Ouais. Donc c'est vrai que les buts d'Mbappé, tout ça, bref. Donc ça, c'est des émotions que j'ai envie de revivre en plus. Une reco média. Alors série, film, livre. Alors, je vais citer un film qui est e-sport et US et que j'ai re-regardé pendant les fêtes. Je sais pas pourquoi, mais j'adore me re-regarder des vieux films pendant les fêtes. Et j'ai re-regardé L'Enfer du Dimanche. Qui est un des premiers films que j'ai vu en plus dans le sport américain. Là aussi, quand on s'y intéresse, le nombre de films et de séries liés au sport américain, c'est dingue. Alors, Netflix nous y aide maintenant à y voir, on va dire, plus clair avec les séries, notamment sur les quarterbacks, sur la Formule 1, sur tout autre sport. Mais ouais, L'Enfer du Dimanche, je me suis regardé ça et Jerry Maguire. Voilà, je fais un 2 en 1. Et je recommande aux gens qui s'intéressent au sport. Et ça, c'est des films que j'ai adoré. On va terminer avec ton jeu vidéo préféré. Je sais pas si t'es gamer en fait ou si tu joues toujours, mais quel est ton souvenir de jeu vidéo que tu veux nous partager aujourd'hui? Alors très honnêtement, je joue plus beaucoup. Je joue encore un peu à Football Manager. Donc en fait j'en ai 2, c'est pareil, je peux pas en dire qu'un, c'est soit FIFA soit Football Manager, mais je pense que je dirais Football Manager, c'est là où j'ai passé le plus de temps. Que ce soit tout seul ou avec des amis, et Football Manager parce que voilà, j'adore le sport en lui-même et le foot en lui-même, et ce que je préfère, vous l'avez un peu compris, mais c'est un peu tous les à côté et les coulisses, et du coup être dans la peau d'un manager, d'un coach qui fait monter une équipe, qui lui fait gagner pourquoi pas la Coupe d'Europe, et ça me permet de découvrir des jeunes, des joueurs, des futurs stars, et puis c'est hyper réaliste, donc Football Manager. Eh ben, très bien, merci, c'est très intéressant comme playlist. Est-ce que un petit peu orienté la playlist, très intéressant. Un petit peu orienté, très sport, très sport. Je suis désolé. Pourquoi je suis là déjà? Ah oui, c'est pour le sport, c'est ça. Un petit peu. Non, c'est pour le jeu vidéo, mais écoute, merci beaucoup en tout cas, Benjamin, c'était super intéressant. Tu es la première personne qu'on a autour de la billetterie, donc c'était cool d'en savoir un peu plus. On sait en tout cas que si vous allez sur un event en marque blanche With Event, vous n'avez pas de prix dynamique, donc le prix est le même pour tout le monde. Pour l'instant. C'est ça. Et une file d'attente qui marche bien, et normalement ça plante pas. Exactement. C'est quand même pas mal. Par contre, il n'y a plus de place pour le Hellfest cette année. Ça c'est clair, j'ai été regarder. C'est compliqué. On s'arrangera. En tout cas, merci à toi d'être venu. Parce qu'en plus, tu es venu de Bordeaux pour nous voir aujourd'hui à Paris, donc c'est super sympa. Merci encore d'avoir fait Après, tu as tellement voyagé aux US que je te dirais à Paris-Bordeaux pour toi. Exactement, 2 heures de train, c'est vraiment peanuts. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et puis nos bureaux With Event sont à Clichy. Donc je suis venu en voisin, ça va. Écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt. Donc si des gens veulent te suivre, avant que j'oublie. Pour le petit moment auto-promo, c'est Showtime Stadium, sur LinkedIn et sur Instagram, ou en mon nom, Benjamin Roumégou, mais voilà, sur ces réseaux-là, ce sont mes terrains de jeu. Parfait. Encore merci, à très bientôt. Merci pour beaucoup. un prochain épisode de Partage d'écran. Au revoir. À très bientôt.